à tous, les mercredis de l'expérience client, c'est votre rendez-vous pour découvrir les dernières solutions des acteurs du marché de l'expérience client et vous permettre de performer encore mieux. Pour cette première, eh bien, on va découvrir quels sont les 3 défis de l'expérience client relevés par l'IA générative et conversationnelle d'Opportunity. Et pour vous expliquer comment relever ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Roger Laïd, directeur général adjoint d'Opportunity. Bonjour Roger. Bonjour Alexandre. Et Jean-Antoine Martos, président fondateur de Logos. Bonjour Jean-Antoine. Bonjour Alexandre. Alors, vous allez partager vos insights sur la transformation de la relation client, puisque Logos aide les services de contact à relever ces 3 défis qu'on va détailler tout à l'heure. L'utilisation de l'IA générative et conversationnelle et son impact concret, eh bien, c'est sur l'ensemble de l'expérience client et elle est au centre des discussions des professionnels. Vous le savez, aucune industrie, aucune activité ne semble échapper au changement apporté par les capacités exceptionnelles de cette technologie. Une révolution qui est en marche, voire au galop, au pas de course en tout cas. Une révolution exceptionnelle. Et dans le cadre des mercredis de l'expérience client, eh bien, nous avons souhaité échanger avec vous deux sur des exemples concrets d'utilisation de l'IA dans vos activités. Alors, Roger, Opportunity est éditeur de solutions digitales qui permettent d'automatiser les parcours clients. Et Logos, Jean-Antoine, eh bien, c'est un cabinet de conseil qui accompagne de nombreuses entreprises afin d'améliorer la qualité de leurs prestations et bien évidemment de leurs performances. C'est l'objectif aussi de répondre à ces défis aujourd'hui. Alors, Roger, parmi les enjeux de la relation client, 3 défis que l'IA est en mesure d'aider à relever, 3 parmi tant d'autres, mais 3 importants. La joignabilité des clients, la qualité de l'expérience client et la conformité des ventes. Roger et Jean-Antoine, comment vous caractérisiez ces enjeux et pourquoi sont-ils encore plus d'actualité finalement aujourd'hui ? Alors les 3 enjeux qu'on a évoqués, c'est 3 enjeux que de toute manière on cherche à relever historiquement. L'IA va donner des nouvelles capacités, c'est ce qu'on va tenter d'illustrer. Nous, côté Opportunity, en fait, on a intégré l'IA justement pour essayer d'améliorer les performances de nos solutions pour relever ces 3 défis. Alors ces 3 défis, c'est quoi ? La joignabilité, tout le monde le sait, les professionnels de la relation client qui regardent l'émission sont confrontés à ce sujet. C'est qu'il est de plus en plus complexe de pouvoir joindre les clients. Pour multiples raisons, la sollicitation sur lesquelles les clients commencent à être un petit peu plus en retenue, on va dire. Donc la pression commerciale qu'on peut faire, les tentatives, le nombre de tentatives, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il devient relativement complexe de joindre les clients. La deuxième chose aussi, c'est la multiplication des canaux et des possibilités, qui peut être un facteur très favorable. Nous, par exemple, on propose à nos clients énormément de canaux de communication, le mail, le SMS, les SMS conversationnels, les vidéos, le RCS maintenant, etc. Il y a énormément de canaux, mais il faut aussi pouvoir s'adapter aux nouveaux usages et aussi au profil et aux préférences des différents clients. Donc il y a des problématiques de joignabilité. Vous avez des clients qui aiment bien être joints par téléphone, il y en a d'autres qui préfèrent uniquement les messageries, etc. Ça dépend des âges, voilà. j'imagine. Il n'y a pas que les âges. Ouais. Il y a les habitudes, il y a le timing, il y a énormément de choses. Et donc ce critère de la joignabilité, enfin ce défi de la joignabilité, c'est un défi extrêmement important, puisque les taux de contact, les taux de joignabilité, en fait, ne font que baisser globalement. Le deuxième défi, c'est celui qui est lié à la qualité de l'expérience client, et parce que joindre les clients c'est bien, mais délivrer une expérience homogène un peu sur tous les canaux et puis qui soit de très bonne qualité en respectant en fait ce qu'on veut en termes de contenu, en termes de messages, en termes de durée, etc. Ouais. C'est extrêmement important et donc il y a énormément de possibilités. Ça c'est le métier, un des métiers de Logos, c'est d'avoir la capacité à mettre en place des outils qui permettent de monitorer cette qualité. Comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer en fait la qualité de l'expérience client et notamment l'expérience conversationnelle qui peut se faire entre un conseiller clientèle au téléphone dans un centre de contact avec un client qui le joint. Puis le troisième aspect, très important, de plus en plus important, de plus en plus prégnant, un des défis à relever aussi pour les donneurs d'ordre et pour les entreprises, pour les marques, c'est la conformité et notamment, ça c'est un sujet que je vais aborder en particulier, dans la partie vente. C'est-à-dire que maintenant, pour des raisons réglementaires, déontologiques, pour des raisons de consentement, enfin il y a des tas de facteurs qu'on va évoquer, il faut absolument pouvoir assurer
s'assurer de la conformité en fait de ce qu'on délivre lorsqu'on fait une vente. Juste un petit point pour le grand public qui nous regarde aussi. Ouais. On a les professionnels, on a aussi du grand public. Qu'est-ce qu'on appelle la conformité dans ce cas de figure? La conformité, c'est avoir la capacité à démontrer, que ce soit vis-à-vis de la réglementation, enfin des organismes réglementaires, que ce soit vis-à-vis des consommateurs ou des clients lorsqu'ils vont, par exemple, on va leur vendre un produit, qu'on a bien respecté un processus, qu'on leur a bien présenté comme il fallait, qu'on a bien obtenu un consentement éclairé de leur part, etc. Le respect des règles et des lois. Et le troisième aspect, c'est évidemment parce que ça évite du churn, ça évite plein de choses, et surtout les trois aspects, les trois défis qu'on vient de voir en ce moment, que ce soit la joignabilité, la qualité ou la conformité, c'est un facteur de revenus extrêmement important pour les entreprises et de coûts en parallèle. Clairement. Et donc le fait de pouvoir augmenter ces trois enjeux, c'est ce qui fait maintenant qu'on a des prestations et des performances élevées ou pas. Jean-Antoine Martos, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces trois défis? Non, effectivement, ces trois défis, l'IA va apporter de vraies avancées pour maîtriser ces trois défis. Pour ma partie, qui est plus la partie quality monitoring, il y a des avantages extrêmement importants. Aujourd'hui, on est sur des dispositifs de quality monitoring qui sont assez contraignants, assez coûteux. Et l'IA apporte une vraie valeur ajoutée, ne serait-ce que dans l'exhaustivité des évaluations qui vont être réalisées sur l'ensemble des centres de relations clients. Si on doit vulgariser, franciser le mot quality monitoring, parce qu'il y a beaucoup de termes anglais, ça serait quoi? Le quality monitoring, en une phrase, je dirais que c'est un dispositif de contrôle continu de la qualité délivrée par les centres de relations clients, et en particulier par les conseillers de clientèle. Ce qui permet de juger son niveau de travail et de progresser. Absolument. Alors, premier défi, vous le disiez Roger tout à l'heure, c'est la joignabilité. Comment, justement, les solutions chez vous, chez Opportunity, aident à optimiser la joignabilité des clients? Voilà. Bon, pour faire des exemples concrets, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu comment nous, on intègre l'IA dans les solutions existantes. Sur la joignabilité, on a tout un tas de solutions qui permettent à nos clients de pouvoir joindre leurs propres clients finaux. Notamment, on propose une plateforme en fait, qui va permettre de pouvoir mettre en place des stratégies de manière extrêmement simple, des stratégies relationnelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de pouvoir choisir des médias, différents types de médias, de pouvoir orchestrer des campagnes dans le temps, de pouvoir dire, ben voilà, tel client, je vais vouloir déjà faire une tentative de le joindre par un appel téléphonique. S'il ne répond pas, je vais enchaîner par un SMS, et puis ça sera le deuxième jour, si c'est pas payé, ça sera réitéré, etc. Donc ça permet d'orchestrer, on a une plateforme qui permet d'orchestrer tout type de médias selon des timings, des contenus, et des types de messages qui vont être orchestrés dans le temps. Et en fait, l'IA, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré dans ce système-là. L'IA va être en capacité d'analyser. On fait à peu près 500 millions d'interactions clients par an. Donc c'est le volume qu'on fait. Donc c'est énormément de stratégies qui ont été orchestrées sur des tas de verticaux métiers. Donc les telcos, la banque, l'assurance, etc. Il va y avoir énormément d'informations dans ces stratégies qui vont être liées au cadencement, au type des médias utilisés, comment a réagi tel client dans telle et telle circonstance. Donc en fait, notre objectif à travers l'IA, c'est de faire analyser en fait toutes ces opérations et de pouvoir détecter, que l'IA détecte en fait quelles sont les meilleures stratégies, les meilleures campagnes en fait, qu'est-ce qu'il faut orchestrer pour que ça soit le plus efficace possible, pour qu'on réussisse à joindre le client et le faire interagir dans le sens de la marque. Et donc, c'est des choses extrêmement complexes parce qu'en fait, c'est de l'analyse de données qui se fait en continu puisque plus on met de données, plus on met de stratégies dedans, plus l'IA va faire des itérations. Et elle va nous faire ce qu'on appelle des modèles prédictifs de succès. C'est-à-dire qu'elle va être capable de nous proposer des stratégies en disant, voilà, pour tel type de population, par rapport à l'utilisation en marketing, en recouvrement, en relation client, de la campagne que vous voulez faire, par rapport à la fréquence, à la pression, nous, on pense que c'est plutôt telle stratégie qui va pouvoir le faire. Et en plus, par itération, elle est capable de donner des scores de succès, c'est-à-dire de dire, en gros, vous devriez pouvoir contacter tant de personnes, tant de clients en mettant en place cette stratégie. On la fait tourner et elle réanalyse, elle nous refait des propositions. Donc c'est quand même un avantage très, très conséquent sur ce défi de la joignabilité, puisque non seulement on a une plateforme avec des outils, mais en plus on a cet outil d'analyse et de prédictif qui est très intéressant. Il y a une complémentarité entre les analystes qui vont effectivement
regarder les parcours qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, avec une analyse par l'intelligence artificielle. Donc il y a une vraie complémentarité ici entre l'homme et la machine. De toute façon, on va le voir, ça va être un peu sur tous les sujets d'intégration. C'est un vaste débat, mais c'est que de toute manière, c'est un processus, l'utilisation de l'IA, même sur la joignabilité, c'est un processus de toute manière qui est en cours, sur lequel effectivement il y a beaucoup de compléments entre les analyses qui sont faites historiquement par des algorithmes, mais aussi par les individus qui analysent l'efficacité de telle ou telle campagne et qui font des recommandations. Nous, on a des équipes qui recommandent de faire telle ou telle campagne. Ben là, il y a l'IA qui vient en plus faire ses propositions. Ça facilite donc la connexion avec le client. Est-ce que, inversement, ça facilite l'accès du client vers la marque? Alors, c'est tout à fait le cas. Il s'avère que nous, on est plutôt notre plateforme, elle est plutôt faite pour essayer de joindre le client. Donc, d'augmenter le taux de joignabilité sur le sortant, on va dire, quel que soit le type de média. Mais c'est exactement la même chose dans l'analyse des appels entrants. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, ça fait un pont, si je peux me permettre, avec l'aspect qualité de l'expérience client. Effectivement, c'est le deuxième défi. Vous citez ces 3 défis en entame de cette émission. Et c'est un défi, c'est pas des moindres. C'est améliorer justement la qualité de la relation une fois qu'on a le client et qui souvent en a bien besoin. Oui, tout à fait. C'est un vaste sujet. Pour ceux qui, comme moi, qui sont dans l'expérience client depuis des années, on tente de relever ce défi de manière conséquente depuis au moins plus de 30 ans. Donc le monitoring, parce que là on parle du pilotage de la qualité client. Donc tu t'évoqueras un petit peu... Oui, on va en parler juste après avec Jean-Antoine, mais le monitoring... Donc, nous on est positionné en termes de solutions sur quoi? C'est qu'en fait l'IA permet de faire quelque chose de très important, c'est d'avoir une capacité à automatiser en fait l'analyse des conversations notamment téléphoniques qu'il peut y avoir entre un conseiller clientèle et un client. Donc en fait, la technique, c'est quoi? C'est la possibilité de retranscrire en fait l'intégralité des conversations, donc ce qu'on appelle du speech to text en fait, et ensuite l'IA va du parler à l'écrit. Voilà, et l'IA va être capable d'analyser tout ce corpus, donc l'intégralité des conversations. On va voir que c'était une grande différence par rapport au monitoring de la qualité tel qu'il est fait par les individus, et de pouvoir derrière détecter en fait là où il y a on est à un bon niveau de qualité parce que ce soit dans le ton ou que ce soit dans le contenu, il y a un certain nombre ce qu'on contrôle habituellement à travers des grilles d'écoute, c'est-à-dire en fait le propos, il y a bien eu une présentation, une ouverture, etc. Donc il va y avoir l'analyse de tous les critères qui va être faite automatiquement, et puis en temps réel. Et l'IA générative va en plus proposer, dire pourquoi elle considère que tel ou tel critère ou tel et tel aspect de la conversation a été réalisé correctement ou pas correctement. Donc on va se retrouver avec une grille d'analyse en fait, qui permet d'avoir en fait, la retranscription de ce qui est dit par le conseiller, de ce qui est dit par le client, et une analyse à chacune des phrases de la qualité et de la conversation et de l'échange. Ça peut se faire sur d'autres médias que la voix, mais ça, c'est sur la voix. Ouais. Ça permet de tirer des tableaux de bord, ça permet de détecter quels sont les points d'amélioration, ça permet de scorer, donc de donner des notes qui permettent comme ça de voir si des choses se passent bien ou se passent moins bien. Et on complète aussi par d'autres éléments d'IA qui permettent d'analyser ce qui va être... Des critères de tonalité, d'agacement, etc. Donc, qui ne sont pas uniquement des aspects de contenu, de message, mais qui vont être aussi liés à des temps d'attente, de l'hésitation, de l'énervement, etc. Donc, des aspects d'analyse extrêmement riches qui permettent de faire du pilotage de la qualité un outil de progrès, on va dire, de mesure et de progrès pour les plateaux. Oui. On est un peu multilangue ici. Speech to text, c'est de l'anglais. Corpus, c'est pas non plus. Corpus, c'est du latin. Logos, c'est du grec, me semble-t-il. C'est international. Vous avez une activité importante avec votre cabinet Logos qui consiste à aider justement les entreprises à piloter la qualité de l'expérience client qu'elles délivrent. Succinctement, donc c'est quoi le monitoring de qualité? On a évoqué tout à l'heure, mais les forces, les limites actuelles des méthodes et quelles opportunités présente justement l'intelligence artificielle dans cette démarche? Je dirais que le quality monitoring est devenu une préoccupation
parce qu'on a vu qu'il y avait des exigences et une volatilité forte des clients. Oui. D'accord. Clairement, aujourd'hui, un client sur deux qui a une mauvaise relation avec son centre de relations clients est prêt à partir à la concurrence. Donc, l'enjeu est devenu ultra stratégique pour les marques. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit il faut effectivement apporter qualité dans le discours des agents qui soit optimal, afin d'optimiser effectivement la satisfaction client à l'issue de chaque échange. Donc les marques se sont dit il va falloir mettre des dispositifs de pilotage et de management de la qualité forts. Parce qu'on sait tous, les centres de relations clients, il y a beaucoup de turnover. Donc maintenir une qualité homogène dans le temps, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, Logos, son job, c'est déjà de définir une stratégie de management de la qualité. Comment je la manage ? Qu'est-ce que je dois évaluer et comment je vais l'évaluer, d'accord ? Donc c'est fait par des humains qui, du matin au soir, vont faire des évaluations sur des conversations. Ça a ses limites, a deux grandes limites. La première limite, c'est les volumes. Un agent, en moyenne, un auditeur, peut, grosso modo, réaliser 5 à 8 évaluations de l'heure. On dit aujourd'hui que le maximum des évaluations qui est faite par les marques par jour, c'est 3% des conversations. Et on tire 3 à 5, ouais, 3 à 5. Et on tire des enseignements sur 3% des volumes. Donc on extrapole des plans d'action de manière légitime, mais qui souvent peuvent être à côté de la plaque. Donc ça, c'est la première limite des dispositifs classiques actuels faits par l'humain, du quality monitoring. D'accord. Le deuxième, il est lié à l'humain. C'est sa subjectivité. On encadre les évaluations, on donne des référentiels. Un référentiel, c'est comment je dois évaluer. D'accord. Maintenant, quand vous êtes entre 9h du matin et 18h en train de faire des évaluations, je peux vous garantir qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir une subjectivité différente entre le matin et le soir. On peut être plus souple en fonction. J'ai des équipes d'auditeurs où j'ai des auditeurs que je ressens beaucoup plus souples dans leur façon d'évaluer que d'autres. C'est ça. Voilà. Donc voilà les deux grosses limites. C'est les volumes et cette dimension subjective de l'humain quand il fait ses évaluations. Ça va être... Peut-être une troisième aussi, excuse-moi. Voilà, et j'allais dire, et la troisième, et tu as tout à fait raison. J'ai fait un geste, c'est pour ça, pour ceux qui regardent. C'est que c'est coûteux. On met des hommes derrière des casques qui vont faire des évaluations. Ce sont des gens qui ont déjà une belle expérience de la relation client, sinon ils ne sont pas en capacité de pouvoir évaluer. Donc forcément, ça a un coût, et un coût assez conséquent. Alors, les bénéfices significatifs de l'IA, et si on peut donner des KPI là-dessus. Ils sont en écho un peu de ce que disait Jean-Antoine. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, l'IA va permettre d'analyser. Alors, en gros, on va injecter tout un tas d'éléments d'analyse qui peuvent être les grilles d'écoute, ce qu'on appelle les grilles d'écoute, c'est-à-dire les référentiels sur lesquels se basent les auditeurs d'habitude. Oui. On va les injecter dans l'IA, on va injecter tout un tas d'informations, tout ce qu'on veut. Les guides de vente, les méthodes, des scripts, tout ce qu'on voudra. L'IA va faire une analyse à 100% de tout le corpus des conversations. C'est-à-dire on va pouvoir enregistrer 100% des conversations et l'IA va pouvoir analyser 100% du corpus. Donc on passe de 3% à 100% du corpus analysé. Donc la base sur laquelle on va faire les évaluations. C'est vraiment le premier gros avantage. Ça c'est le gros, c'est qu'on a une exhaustivité en fait des éléments d'analyse. La deuxième chose, du coup, derrière, c'est donc on a des bases statistiques, d'analyse, etc., qui sont plus fiables. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir concentrer le travail des auditeurs, parce que ça ne s'oppose pas, ça se complète, sur justement les corpus qui posent problème, enfin sur les éléments marquants et sur lesquels il va falloir faire encore plus d'efforts que l'analyse pure et dure de la partie avec l'AI. La deuxième partie qui est hyper importante, c'est qu'on va se retrouver... C'est la partie subjectivité-objectivité. L'IA,
ça fatigue pas dans la journée. Du moment qu'on l'a bien modélisé, c'est une manière d'interpréter les critères qui est tout le temps homogène. Donc elle va nous sortir quelque chose d'extrêmement homogène. Puis le troisième aspect, c'est toujours en miroir de ce que tu disais, c'est des aspects de coût. C'est évident que, on est sur, en gros, pour à peu près les mêmes coûts engagés, on va se retrouver avec une analyse de corpus extrêmement large. Donc ça, c'est les 3 critères. Alors, on se retrouve du coup avec, on va se retrouver avec une analyse quasiment 4 fois plus rapide. Ouais. Parce qu'en gros, on va concentrer le travail des auditeurs sur peut-être 15-20%. Et encore des axes d'effort qui sont détectés. Après, pardon, oui, je t'en prie, de t'interrompre. Il y a 2 éléments. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a un vrai binôme qui se crée entre l'IA et les auditeurs. Ceux voilà. L'auditeur, au lieu de passer son temps à faire des évaluations, il va passer son temps à analyser la data. D'accord ? Donc il y a une vraie complémentarité. Même si l'IA aujourd'hui, c'est dire sur tel item d'évaluation, c'est bon, c'est pas bon. Ouais. Et pourquoi c'est pas bon ? Quand c'est pas bon, d'accord. Mais l'humain il va pas savoir donner des plans d'action pour corriger, d'accord. Donc il y a une vraie analyse des items qui sont en carence, qui seront faits a posteriori, d'accord, par l'humain et donc par des experts. Donc il y a une vraie complémentarité entre l'IA et les consultants qui vont traiter cette data. De la même façon. Faire des plans d'action, faire des plans d'amélioration. Donc finalement, ça rassure aussi l'humain et ça l'upgrade aussi quelque part. Oui, voilà, c'est plutôt ça. C'est qu'en fait, ça nous permet de consacrer en fait l'humain plutôt dans les plans d'amélioration, tous les aspects d'analyse, de recommandation, parce que, alors, je sais pas, on a peut-être une grille, mais une grille de lecture qui est faite sur la partie quality monitoring, c'est vraiment, on a une retranscription non seulement de la conversation en tant que telle, mais l'IA, en fait, génère véritablement les critères pour lesquels elle va dire que là, c'est acceptable, là, c'est moyen, là, c'est très bien, etc. Elle va mettre des notes, mais elle va expliquer le pourquoi. Donc, c'est en cela où c'est pas que de la data comme on avait l'habitude d'avoir avant, c'est que l'IA générative va vraiment générer des commentaires. Elle explique le pourquoi, elle considère que tel ou tel critère, il a été mal respecté. Le client, en gros, la phrase, ça va être le client semble ceci, là, c'est pas mal, mais il manque tel critère de présentation, etc. Donc on est sur une richesse d'informations qui est très forte. Maintenant, cette richesse d'analyse avec ses scores, avec ses notes, etc., et tous ces commentaires, à un moment T, il faut faire en sorte que dans les équipes, ça soit réutilisé pour s'améliorer. Et c'est là où il y a en fait le travail de l'humain qui est hyper important, c'est de pouvoir mettre en place des plans d'action, les suivre et les animer. Ça, c'est fort. Et l'IA a cette valeur aussi, c'est qu'elle est auto-apprenante. Oui. Au fur et à mesure, elle progresse. Absolument. Ouais. Et elle progresse autant quand on lui injecte des données positives que négatives, parce qu'elle fonctionne. Elle fonctionne par comparaison et par calcul. D'accord ? Donc c'est très clairement, elle a besoin qu'on lui donne cet ensemble de data. Et ce que je voulais rajouter à ce que disait Roger, c'est qu'effectivement, elle est capable d'analyser autant la voix du client que la voix du conseiller. Et ce qui est intéressant dans la valeur ajoutée quand on fait une évaluation par rapport à l'humain, c'est qu'on va avoir un niveau de qualité délivrée par le conseiller, mais on va avoir aussi un niveau de satisfaction du client lors de cette conversation. Et parce que quand on fait du contrôle qualité, on se dit voilà mon standard de grille, je pense que si mes agents suivent ce déroulé-là, je pense que mon client doit être satisfait. Eh bien, souvent on se plante. Je peux vous le dire, d'accord ? Et quand on compare la qualité délivrée par rapport à la qualité perçue, parfois il y a des gros écarts. Et l'intérêt de l'IA, c'est qu'elle nous met en perspective les deux. C'était important de le souligner. La qualité de la relation client, c'est le deuxième défi relevé par l'IA. Last but not least, le dernier défi, comment contrôler automatiquement et garantir une conformité à 100% de vos ventes pour stimuler votre taux de conversion. Que ce soit pour des exigences réglementaires pour atteindre les taux de conversion de vente ciblés dans la durée ou diminuer le taux de churn. La garantie de la conformité est un enjeu qui, vous le savez, est incontournable, en particulier dans une activité en pleine évolution comme la télévente. Alors Roger, vous pourriez nous partager un use case, encore un mot anglais, un cas concret de l'utilisation de l'IA dans ce domaine, ainsi que des résultats
Des chiffres peut-être, des chiffres et des lettres. Ouais, des chiffres et des lettres. Donc là, c'est le troisième type d'intégration de l'IA dans nos solutions. Nous, on a des solutions qui permettent en fait de piloter, enfin d'aider la télévente, on va dire. Et donc, on a intégré l'IA pour pouvoir assurer ce qu'on appelle la conformité des ventes. Alors, la conformité des ventes, c'est un peu le même principe. Comment ça marche en fait? On va pouvoir enregistrer la totalité des conversations des téléprospecteurs, des télévendeurs. Donc on va avoir l'IA va pouvoir analyser en fait la totalité de ces conversations, toujours sur le même principe, c'est du speech to text, donc la traduction des paroles en écrit. L'IA va pouvoir du coup vérifier tous les critères qu'on va pouvoir lui demander de vérifier sur la totalité du corpus. Ce qui veut dire quoi? On va pouvoir avoir tous les critères réglementaires. On sait que, notamment, il y a eu beaucoup de réglementations sur la télévente, notamment sur le recueil du consentement, sur le respect du consentement éclairé, c'est-à-dire est-ce qu'on a donné les bonnes informations pour obtenir un oui de la part d'un client? Est-ce qu'on lui a donné des informations claires, justes, etc. Est-ce que derrière la déontologie, les conditions de vente, la qualité de l'argumentaire en tant que tel, etc., tout ça peut être pris en compte, peut être complètement analysé par l'IA. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? De la même manière qu'on parlait sur le monitoring de la qualité des conversations, l'IA va analyser la totalité des ventes et va pouvoir, de ce fait-là, déterminer quelles sont les ventes qui sont parfaitement conformes et donc dire il n'y a pas de problème sur celle-ci. Quelles sont les ventes sur lesquelles il y a peut-être des actions de relance parce qu'elles sont pas mal, mais il manque des éléments importants. Et quelles sont les ventes qu'il faut rejeter d'entrée ou sur lesquelles on ne peut pas considérer qu'il y a une vente, elle n'est pas acceptable. Et ça, en fait, on retombe un peu sur les mêmes intérêts de l'IA par rapport à un contrôle, au carottage, on va dire, qu'on pouvait faire sur les ventes historiquement. C'est qu'on va se retrouver, en fait, avec la totalité du corpus en analyse. Donc, il y a des aspects de coût, c'est toutes les ventes qu'on va mettre de côté. Eh bien, qui sont pas bonnes, on va pas les compter en termes de coûts, etc. Donc c'est important. La deuxième partie, c'est qu'en fait, il y a énormément de churn dans la télévente. On le connaît tous parce qu'on est argumenté et qu'au bout d'un moment, les gens disent oui, et puis terminé, au revoir, merci. Et puis 15 jours après, le week-end se passe, où on dit non, mais moi, j'en veux pas finalement, etc. Parce qu'en fait, les ventes ont été mal faites. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'avec ce contrôle et ces niveaux d'amélioration de la qualité, on diminue le churn de 20-30% et tous les coûts qui vont derrière pour les sociétés qui font de la télévente. Et puis, on a un aspect, évidemment, qui est très important, c'est qu'en termes de revenus, on est en capacité de faire beaucoup mieux, notamment parce que ça permet de mettre en place des plans d'amélioration du discours, de la qualité, etc., de la vente. Donc ça génère plus de revenus? Ça génère plus de revenus, moins de churn, plus de revenus, et puis aussi, on peut du coup... Moins de coûts. Hein. Moins de coûts, et puis derrière aussi, on en avait parlé lors d'un séminaire précédent, mais ça permet aussi de pouvoir mettre un peu plus de place dans l'action de télévente sur des actions d'upselling ou de cross-selling, c'est-à-dire en fait des actions dans lesquelles le télévendeur va être en capacité de faire une argumentation complémentaire sur une offre complémentaire, etc. Sur ce point de la conformité, Jean-Antoine? Non, je pense que c'est effectivement un élément important. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises dépensent beaucoup d'argent en télévente. Ils ont un taux de résiliation ou de rétractation qui est extrêmement fort et qui coûte beaucoup d'argent. Et ce dispositif qui permet effectivement d'écarter toutes les ventes qui ne sont pas conformes va permettre effectivement une économie très substantielle. Et en dehors de cela, c'est d'avoir, je dirais, la tranquillité d'esprit de se dire je vais limiter les clients qui vont faire des résiliations et des réclamations. Diminuer le taux de perte. Oui, et diminuer les réclamations également. Là, on est très sur l'aspect. On est très sur cet aspect-là, mais il y a un aspect réglementaire qui est très fort aussi. Ouais. Nous, on a pas mal de solutions chez Opportunity, dont ce qu'on appelle le contrat vocal, c'est-à-dire la possibilité de transformer une conversation téléphonique de prospection en acte de vente. Et donc ça, c'est hyper important. En valeur probante. Ouais. Et ça fait partie de cet univers-là. La réglementation est très stricte et être sûr
en fait, qu'on a bien respecté la réglementation, qu'on soit capable de le prouver aux autorités, qu'on soit capable de le prouver aux clients. Et c'est absolument fondamental maintenant. Ouais, et donc, au-delà même du discours, de tout ce qu'on a dit, de la qualité de la vente sur un plan commercial pur et dur, les aspects de respect de la réglementation sont hyper importants. Et donc, faire contrôler toutes ces conversations pour être sûr qu'on a bien respecté consentement éclairé, les argumentaires, le RGPD, en fait, tout ce qui va bien, qui est nécessaire, c'est absolument fondamental. Sur les mesures à prendre, si effectivement ça dérive, plutôt que de se prendre des rétractations ou autres, ou des réclamations. Voilà. Et ça va pour les centres internes comme pour les centres externalisés, parce qu'il y a beaucoup de téléventes qui sont confiées aussi à des sociétés extérieures. Et on achète les ventes. Donc, pouvoir contrôler et ne payer que les ventes qui sont vraiment effectives, c'est quand même aussi plutôt pas mal. Et on est en train quand même de parler là entre 15 et 20% des ventes qui sont achetées par le donneur d'ordre final. Très rapidement pour conclure, Roger, est-ce que ces solutions sont donc déjà disponibles? Elles ne sont pas encore en train d'être travaillées, améliorées, c'est déjà efficace? Alors là, il y a plusieurs questions. Elles sont toujours en train d'être améliorées. Toujours. On est au début en fait. On va à une vitesse folle dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en fait, les capacités sont multipliées. Enfin, on a l'impression d'être au début d'Internet où tous les 4 mois, les capacités sont multipliées par je ne sais combien entre les premières versions de ChatGPT ou d'autres et les nouvelles. Il y a les capacités ont été multipliées par des facteurs, des coefficients très importants. Donc c'est des solutions qui sont opérationnelles, qu'on intègre. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas en train d'inventer de l'IA. Attention, Opportunity, nous, on intègre l'IA dans nos solutions. Donc nos solutions, elles sont déjà existantes. Oui. On y met l'IA qui permet de potentialiser de manière extrêmement forte ce qu'on faisait. Donc de la joignabilité, on a toujours fait mettre à disposition des outils permettant d'orchestrer des campagnes. L'IA donne ces fameux scores prédictifs et cette capacité d'analyse et de recommandation des meilleures campagnes. C'est sûr que c'est un potentiel énorme. On va encore progresser là-dessus. On a fait des analyses, on a mis en place cette IA, les algos qui vont bien avec, en fait tout le travail qui est fait de développement. Maintenant, dans le temps, ça va se potentialiser encore, mais par contre, c'est un énorme outil. Sur la partie quality monitoring, c'est pareil. On a des outils d'analyse, mais maintenant, ils sont potentialisés. Et sur le contrôle de la conformité des ventes, on est fortement là-dessus. C'est opérationnel et ça ne cessera de s'améliorer. Le mot de la fin, Jean-Antoine Martos. Alors finalement, l'IA, c'est une opportunité, dirais-je, ou la fin de l'humain? Je crois que vous penchez plutôt vers la première solution. C'est vraiment une opportunité dans la mesure où je parle pour notre cabinet qui met des dispositifs de management de la qualité pour des grandes sociétés. C'est vraiment la complémentarité, c'est pouvoir apporter une meilleure visibilité, avec une granularité beaucoup plus forte. Pour nous, c'est une aubaine complètement. Mes auditeurs vont passer du côté évaluation au côté analyse et recommandations. C'est ce qui les intéresse le plus. Donc vraiment l'IA pour nous c'est une grosse opportunité. On va basculer du côté obscur de la force au côté clair de la force. Ce que je voulais aussi compléter, c'est qu'en fait, comme on est l'utilisation de l'IA intégrée dans des solutions, c'est la facilité aussi d'utilisation. Ouais. Parce que je pense que c'est un point qui est important, parce qu'on est tous un peu, tous les professionnels entendent beaucoup parler de l'IA, mais entendent aussi beaucoup parler des difficultés d'utilisation ou de mise en place dans les organisations. À partir du moment où c'est intégré à des solutions existantes, c'est quand même beaucoup plus évident. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, on est un cabinet, on fait que de la veille dans notre cabinet, donc notre rôle est de recommander les meilleures solutions par rapport à des environnements qui sont toujours différents. Pour répondre à votre question, oui, ça marche, oui, c'est opérationnel, parce que je le vois, parce qu'on travaille, nous, tous les jours, y compris avec des chercheurs et avec des pépites françaises ou étrangères qui sont dans l'IA associées à la relation client. Et très clairement, notre cabinet intègre ce type de solution de manière maintenant récurrente, et c'est une très, très grosse demande du marché. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain mercredi de l'expérience client pour découvrir les autres nouveautés des acteurs du marché qui vous permettront de performer encore mieux. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.